Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast Nutrimuscle, la première chaîne spécialisée dans le milieu de la complémentation pour le sportif et du complément alimentaire en général. C'est un projet qui nous tenait plutôt à cœur de pouvoir partager nos connaissances avec vous, surtout dans le prolongement de notre vision de la traçabilité et de la transparence qu'on a mis en place depuis plusieurs années déjà. Cette chaîne est amenée à avoir des discussions assez intéressantes avec de nombreuses personnes spécialisées dans la fabrication de compléments alimentaires et devrait vous apporter un regard plus aiguisé quant au choix à faire et à ne pas faire dans l'optique d'une bonne complémentation, d'une complémentation intelligente. On va avoir divers acteurs qui vont venir vous expliquer le milieu industriel de la fabrication du complément alimentaire, les effets des compléments alimentaires, et on accueille Michael Gundil pour une série de podcasts qui sera diffusée sur les prochaines semaines. Aujourd'hui, pour nous parler des compléments alimentaires favorisant la congestion, les boosters, la caféine, avant d'aborder le sujet du sourcing des produits et la vérité sur les mises en gélules et les rajouts d'ingrédients non désirés dans les compléments par l'industrie. Alors bonjour Michael. Bonjour. Michael Gundil, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes. La plupart des gens te connaissent par tes livres que tu as fait sur la musculation avec Frédéric Delavier, mais il y a une grosse partie aussi dans le complément alimentaire. Tu avais fait plusieurs éditions et plusieurs livres par rapport à ça. Oui, donc j'ai commencé la musculation en 1983 en lisant les magazines américains, donc on est tout de suite bercé dans le complément alimentaire alors qu'on ne l'était pas du tout en France. Donc j'ai commencé très tôt, je tombais dedans très jeune, j'allais dire. Après, les premiers compléments alimentaires, j'ai dû aller en Angleterre parce qu'en France il y avait rien. J'ai fini par écrire dans Le Monde du Muscle, donc c'était un magazine. Je pense qu'en France j'ai été le premier à parler de la créatine, de la whey, ce qui a lancé beaucoup le marché un peu moderne tel qu'on le connaît. Et puis après, plus concrètement, j'ai écrit plusieurs livres sur les compléments alimentaires, donc les compléments alimentaires pour sportifs, qu'on est à sa 3e édition. J'ai écrit un guide des compléments alimentaires anti-âge, un guide des compléments alimentaires pour maigrir et un guide des boosters sexuels aussi en tant que complément alimentaire. Et ça, du coup, les guides des compléments alimentaires et les livres sur les compléments alimentaires en général, t'as commencé à les écrire quand? C'était dans les années 2000? Ouais, je crois que le premier que j'ai écrit, c'était en 2007. Mais bon, 2007. J'avais écrit déjà 10 ans, au moins 10 ans avant dans les magazines. Ouais, en fait, tout ce que tu avais déjà écrit dans les magazines, tu l'as recentralisé sur un livre, du coup. Pas seulement, parce qu'il y a beaucoup de choses où on n'en parlait pas. Parce que dans le magazine, c'était Le Monde du Muscle, donc c'était vraiment que les compléments alimentaires pour la musculation. Alors que le guide des compléments alimentaires pour sportifs, bon, il y a une grosse part musculation, c'est normal, mais c'est tous les sports, donc en particulier les sports d'endurance, qui n'a pas la même complémentation qu'en musculation. Et est-ce que pour un sédentaire, c'est des livres qui peuvent être intéressants? Ce serait plus les compléments alimentaires anti-âge, en quoi le complément alimentaire peut aider quels compléments alimentaires peuvent aider à ralentir le vieillissement. D'accord. Et dans ces livres-là, est-ce que tu parles des problématiques qu'on a dans le milieu du complément alimentaire ou pas vraiment? Non, c'est vraiment que sur les compléments alimentaires. C'est vraiment à l'usage de l'utilisateur quand il va dans un magasin, par exemple, on lui propose 200 différents compléments alimentaires vers lequel se tourner et puis comment le prendre et à quel dosage. C'est vraiment la base, j'allais dire. Ok. Quand tu recommandes des dosages dans les compléments, dans tes livres sur les compléments alimentaires, est-ce que tu les recommandes en fonction des apports journaliers recommandés qui peuvent pas te faire dépasser certains dosages, ou là c'est plus du conseil libre? Ouais, après il faut tenir. Je suis pas pour les dosages extrêmes. Il y en a qui sont 10 grammes de vitamine C, ou je suis pas dans l'excès, parce qu'on a les deux. Il y en a qui recommandent pour les oméga 3, qui recommandent 30 gélules par jour. Je suis pas dans l'excès, je suis plus dans la modération, mais par contre, là où je suis assez contre, c'est pour de faire des cycles, c'est-à-dire les gens qui prennent pendant 2 mois un produit, et puis après, tu sais pas pourquoi, ils arrêtent, quoi. Alors ça, on en a beaucoup, je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients donc chez Nutrimuscle qui nous envoient des messages pour nous dire ça joue surtout pour la créatine. Je pense que c'est plus les débutants ou les gens qui sont pas assez documentés par rapport à ça, mais on a beaucoup de personnes qui nous demandent s'il faut faire une cure, on fait une cure de combien de semaines ou combien de mois. Et bizarrement, il y a aussi des gens qui nous le disent pour le collagène. On vend du collagène peptide, donc c'est un protecteur articulaire. C'est quelque chose aussi qui est bon pour la peau. Et on a des personnes qui nous demandent s'il faut faire des cures avec. Alors, il y a certains produits typiques qui peuvent être pris en cycle. C'est par exemple l'arginine, parce que c'est vrai que ça a tendance à marcher pendant assez fort au début, et puis après les effets s'estompent. Donc là, comme il n'y a pas mort d'homme si t'arrêtes l'arginine. Ouais. Alors pour l'arginine, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Alors ça a plusieurs fonctions. Après, ça dépend pourquoi on prend l'arginine. Mais l'arginine, c'était un très vieux complément alimentaire. On savait pas trop ce que ça faisait et comment ça marchait. C'est un peu
les problèmes de la science. Et puis il y a un gars qui a eu un prix Nobel pour ça. Il a découvert un gaz qui s'appelle le NO, monoxyde d'azote, qu'on produit et qui relaxe les vaisseaux sanguins, en fait, ce qui favorise la congestion. Donc on s'est aperçu que le précurseur de ce gaz NO, c'était l'arginine. Et donc on a compris, mais des années et des années après, comment l'arginine marchait, alors qu'on lui attribuait d'autres effets qui n'avaient pas lieu d'être. C'est là où le culturiste a devancé, sans le savoir, la science. Après, la science a rattrapé le culturiste, puisque l'arginine est tombé un peu en désuétude, et c'est revenu grâce à cette nouvelle découverte. Donc, en fait, ça favorise la congestion musculaire pour un entraînement de musculation. Il y a l'arginine, on a quelques boosters de NO. Citrulline. On a l'arginine, effectivement, on a la citrulline. Qu'en est-il du glycérol au niveau de la congestion? Ah bah alors c'est très différent, ça n'a pas du tout le glycérol, c'est un diurétique osmotique, voilà le terme. Donc ça va déplacer les masses d'eau au lieu d'avoir de l'eau entre la peau et le muscle, l'eau va rentrer dans le muscle. Donc ce qui favorise en fait on va avoir l'impression qu'il est plus congestionné, mais le mécanisme d'action est complètement différent. Et est-ce qu'il y aurait du coup une synergie glycérol-créatine par exemple? Ah bah alors ça devient compliqué parce qu'on fait arginine, glycérol, créatine. Après ça citrulline, on pourrait en faire un mélange. Mais ça devient compliqué. En plus, si c'est pour le donner avant l'entraînement, il y en a qui risquent de faire des hypoglycémies. Donc la créatine. Bah avec la créatine, l'arginine aussi. De toute manière, tout ce que les culturistes prennent, ça va faire ça va jouer un peu le yo-yo sur la glycémie, et c'est pas forcément une bonne chose de le prendre juste avant de s'entraîner, quoi. Il faut faire attention parce que s'il y en a qui tombent à la salle, ils vont dire que c'est à cause de Nutrimuscle. Non, mais c'est pas que tu tombes pas, mais c'est que t'as la tête un peu dans la lune, quoi. Enfin, t'es boosté dans un sens, physiquement t'es boosté, mais mentalement, tu vois, t'es ailleurs. C'est comme ça qu'on se rend compte. Donc il y a pas mort d'homme ou. Mais bon, le but d'un booster pré-entraînement, c'est vraiment de te booster et pas de te booster d'un côté et puis de te déconnecter un peu mentalement, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'aime pas trop les boosters où il y a 200 ingrédients parce que chacun va avoir un micro effet sur la glycémie, mais déjà tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils sont hypoglycémiants. Hypoglycémiant, ça veut dire que ça diminue un peu le taux de sucre dans le sang. Donc ça veut pas dire que tu vas faire une hypoglycémie. Les gens confondent, ils font vite le parallèle. Pendant que tu t'entraînes, t'as pas besoin qu'il y ait des choses qui diminuent ta glycémie. Au contraire, tu vas plutôt prendre par exemple des glucides pour réaugmenter ta glycémie. Donc et le plus gros j'allais dire, alors je sais pas s'il y a un mot pour faire ça, mais qui fait le yo-yo avec la glycémie, c'est la caféine. Ça fait là tu fais faire le yo-yo et à ton pancréas et à ta glycémie. Et donc ça peut l'augmenter, la diminuer, et ça peut faire, tu sais, comme on voit dans les films, quand ils regardent les battements cardiaques des gens, ils faire des fluctuations, bim, 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 et ça peut donner plus tout le reste. Alors créatine, ça n'a aucun effet immédiat, donc ça sert à rien de la prendre avant l'entraînement. Donc tous les boosters qui sont, je suis pas tellement pour les boosters à l'américaine avec 200 ingrédients, t'as l'impression que c'est bien, mais s'il y a 200 ingrédients, chacun est pas bien dosé déjà. Avec des goûts à outrance, les gens aiment bien ce genre de truc parce que c'est vraiment agréable à boire, c'est plein de produits. Oui, c'est ça. Généralement, c'est des agrumes. Ça se fait beaucoup sur les agrumes citronnés. C'est des agrumes artificiels. Hein. Il n'y a pas un gramme de trucs naturels. C'est que de l'arôme artificiel. Et on retrouve son âme d'enfant parce que il y a une belle couleur, il y a une belle odeur un peu chimique comme les chewing-gums et un goût à outrance. Donc c'est typiquement pour saisir le gosse qui est en nous, quoi. Après, on fait une crise cardiaque à force. Non, pas forcément. Après, parce que si tu mets par exemple, alors évidemment, s'il y a beaucoup de caféine peut-être, mais souvent, donc il y a les boosters de NO qui justement favorisent qui facilitent le travail cardiaque, donc ça peut compenser un excès de caféine. Mais non, c'est surtout que en fait, c'est pour les gosses, quoi. Sur les recommandations pré-entraînement. Notamment sur les boosters. Bon, nous on a un natural bio booster, mais c'est plus un éveil prolongé qu'un vrai boost. Même si t'en prends une dizaine, t'es pas boosté comme ça d'un coup. Par contre, sur la séance, ça se maintient bien. T'as un effet d'éveil qui est assez intéressant, en plus d'avoir des propriétés sur la perte de graisse. Oui, et puis c'est de la caféine naturelle qui n'a rien à voir avec la caféine chimique. J'en ai longuement parlé dans le livre, la différence entre les deux.
La caféine chimique, ça a des effets délétères sur la santé, alors que la caféine naturelle, avec tous les ingrédients et toutes les molécules qui viennent avec elle, ont plutôt des effets positifs sur la santé. Donc faut pas, même si la molécule ça ressemble, enfin on pourrait dire que c'est la même, les effets ne sont pas du tout les mêmes, les dosages non plus, parce que tu peux pas avoir avec de la caféine naturelle, vraiment naturelle, tu peux pas avoir les dosages de caféine que tu peux avoir avec la caféine chimique. Donc ça n'a rien à voir, les deux n'ont pas grand-chose à voir. Je pense que sur le bio-booster, en plus on est sur des ingrédients qui sont biologiques, qui sont pris en Amazonie pour le guarana. C'est un booster qui est plutôt bien pour pas forcément que pour ceux qui font du sport, mais d'avoir cet effet d'éveil avec aussi les propriétés antioxydantes du thé vert. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Je me rappelle sur un post forum, toi tu recommandes beaucoup le bio-booster pour ses propriétés perte adipeuse, plus que le fat burner ou la carnitine. Tu peux nous en parler un peu aussi de... Oui, c'est le plus direct qui va, en fait, ça augmente alors très légèrement, on se met pas à transpirer quand on est malade, très légèrement la température. Donc les femmes qui ont tendance à avoir froid, c'est parce qu'elles ont un métabolisme qui est fait pour conserver l'énergie plutôt que le dépenser. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'elles accumulent du gras et elles sont fatiguées. Et le bio-booster, c'est une bonne façon de redistribuer un peu les calories, c'est-à-dire que elles vont dépenser un peu plus sous forme de chaleur, donc elles vont se sentir mieux, elles vont avoir plus d'énergie, puisque au lieu de stocker le gras, elles vont le mobiliser et avoir plus d'énergie. Donc c'est idéal pour les femmes. Pareil pour les hommes qui se mettent au régime. Dès qu'on se met au régime, on se met à économiser le carburant. Donc là, avec le Natural Bio Booster, on va plutôt ouvrir les vannes et donc dépenser plus, sans pour autant que ce soit un booster qui t'explose le cerveau. En général, c'est assez doux et les gens ne le sentent pas. T'as pas l'impression que t'en prends, quoi. Le moment où tu te rends compte des effets, c'est le jour où tu t'en prends pas. Évidemment, les effets s'arrêtent immédiatement à l'arrêt du produit. C'est pas un produit qui va avoir un effet longtemps après que tu aies arrêté de le prendre. Oui, on reste sur des plantes et sur la supplémentation, c'est très journalier. Ça c'est pareil, on parlait des cures tout à l'heure. Je pense pas que ça soit quelque chose qu'il faut prendre en cure, notamment pour... Déjà, disons qu'on en prend plus, ou on peut se mettre à en prendre si on se met au régime. Quelqu'un qui aurait pas froid, quelqu'un qui a pas de masse graisseuse et qui voudrait prendre du poids, par exemple, je lui conseillerais pas en première intention de prendre du Natural Bio Booster, quoi. C'est vraiment les gens qui tournent à l'économie, qui accumulent facilement du gras, qui sont fatigués. C'est plus ces gens-là, ou quelqu'un qui se mettrait au régime, là il peut. Alors c'est pas vraiment des cures, c'est vraiment un peu le besoin qui fait Et quelqu'un qui, une fois qu'il aurait perdu son gras, quelqu'un qui est pas gras naturellement, mais qui voudrait reprendre du poids en muscle, par exemple, soit il en prend moins, soit il peut arrêter là. Effectivement, c'est vraiment au cas par cas. C'est pour ça que j'aime pas les recommandations trop généralistes. Oui. Après, il y a des gens, c'est un peu comme le Svetol bio qu'on commercialisait, et qu'on a arrêté, qui est pas encore sur le site pour le moment. Le Svetol, il y en a que ça leur faisait énormément d'effets avec une seule gélule, que t'en as d'autres, ils en prenaient 10, ils sentaient rien. Et on retrouve... Mais enfin, c'est pas parce qu'on sent rien qu'il se passe rien non plus, hein. On retrouve assez souvent sur plusieurs compléments des personnes qui sont ou très résistantes ou qui ont une assimilation qui est très mauvaise et du coup qui ne ressentent rien ou ça va rien leur faire, et d'autres personnes où 0,5 grammes ça leur fait des effets hallucinants. Donc nous c'est pareil de notre côté quand on reçoit des emails ou des appels de personnes qui nous demandent des dosages. Ce qu'on recommande beaucoup, et c'est dans la plupart des fiches produits, c'est de commencer vraiment bas et de tester en fonction des effets que ça fait sur son corps. Et à partir de là, on peut choisir des doses, pas forcément comme indiqué sur le pot ou sur l'étiquette, mais des doses qui nous conviennent. Mais il faut vous dire que les produits qu'on sélectionne chez Nutrimuscle, alors il y a deux effets. Il y a l'effet immédiat que tu peux avoir, mais on choisit aussi des produits santé. Par exemple, le Svetol, donc c'est l'acide chlorogénique, ça va pas forcément te booster, mais sur la santé, sur le long terme, c'est des produits qui sont positifs, qui favorisent la longévité. C'est pas comme la caféine, donc on parlait synthétique, qui vont avoir un gros effet de booster, mais qui sont plutôt négatifs pour la santé. Surtout sur le long terme. Voilà, sur le long terme. Il y a toujours ces deux, dans les molécules qu'on choisit, il y a quand même ces deux effets sous-jacents. On pense toujours au deuxième. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que ça va plutôt favoriser la longévité? Alors là, ça on le sait grâce aux études médicales.
Après, on le sait, c'est toujours un peu, c'est pas facile d'isoler une molécule et de savoir. Mais enfin, quand ils font des évaluations chez l'homme, mais aussi chez les animaux, chez des animaux qui vivent pas longtemps. Évidemment que s'ils donnent une molécule et puis que ça les tue immédiatement, il faut se poser des questions. Si au contraire des animaux qui vivent pas longtemps, ils ont tendance à vivre plus longtemps, et l'acide chlorogénique, c'est probablement ce qui fait une des molécules principales qui fait la différence entre le fait que la caféine naturelle aide à vivre plus longtemps que la caféine chimique qui lui réduit l'espérance de vie. Exact. Et on retrouve en fait le sourcing des produits. On a beaucoup de demandes pour énormément de produits assez souvent. Hein. Donc on vous remercie pour vos demandes et ce que vous voulez voir apparaître dans la gamme Nutrimuscle. Comme l'a dit Michael Gundil, on est sur une logique de supplémentation sur le long terme et pour la musculation. De base, la musculation c'est vraiment un sport pour la longévité et on essaye d'avoir une gamme de compléments alimentaires qui tourne autour de ça, quitte à pas avoir certaines références, notamment la caféine, on en parle beaucoup, c'est vrai que ça nous intéresse, c'est très compliqué à avoir de la bonne caféine naturelle. Alors de la caféine naturelle, ouais. Moi j'aimerais bien qu'il y ait de la caféine naturelle, parce qu'il y a deux problèmes avec la caféine synthétique. Le problème c'est que c'est du synthétique et elle vient toute seule, ce qui est pas bon, parce que la caféine tend à accélérer les pulsations cardiaques, on le sent, tout en ayant un effet vasoconstricteur. Donc en fait, c'est comme si sur l'autoroute, on réduisait le nombre de voies sur l'autoroute. Au lieu d'avoir 6 voies, tout d'un coup on en a 5, on en a 4, on en a 2, et on envoie de plus en plus de voitures. Forcément que ça va faire des embouteillages, et de ces embouteillages vont créer des accidents. Donc au contraire, ce qu'on veut, c'est si le cœur il bat un peu plus vite, faut augmenter le nombre de voies sur l'autoroute au lieu de le réduire, pour que le trafic reste fluide. Et au contraire, c'est l'avantage des boosters de NO, ça facilite le travail cardiaque, puisque au lieu d'avoir une vasoconstriction, donc une réduction de la taille des vaisseaux, le vaisseau se relaxe et le travail cardiaque est facilité. C'est probablement pour ça que des molécules comme la citrulline ou l'arginine favorisent la longévité sur le long terme. Et on pourrait très bien avoir, pour une personne qui veut avoir un peu ce pump à la salle, une synergie sur ces trois compléments, donc citrulline, arginine et caféine. Pour le moment, la caféine naturelle, c'est très très dur à trouver, d'une part, et ça coûte très cher comparé à la caféine synthétique. Donc c'est toujours le même problème qu'on a chez Nutrimuscle, c'est amener un nouveau produit qui est intéressant et qui peut apporter beaucoup aux personnes qui s'entraînent sur le long terme. Si ça a des effets positifs, je pense qu'on pourra le sortir. Pour le moment, on est toujours en étude et de prix et au niveau des fournisseurs, qu'est-ce qu'on peut avoir comme qualité de matière première. Donc c'est des choses qui mettent un peu de temps et que les gens se rendent pas forcément compte. Quand on nous demande un nouveau produit, entre le temps où nous on fait la recherche, on analyse les certificats, on regarde les provenances et puis après il y a tout le volet administratif que les gens sont pas forcément au courant, mais il y a des immatriculations à faire, il y a des dossiers techniques à envoyer, donc il y a toute une partie vraiment administrative. En gros, on envoie aux autorités sanitaires. Oui, il y a et les autorités sanitaires et toute la partie commerciale, et ça prend énormément de temps avant qu'on puisse lancer un produit. Donc c'est vrai que on fait beaucoup de recherches sur la qualité des produits qu'on peut sourcer, et une fois qu'on est plus ou moins sûr, on va pouvoir le commercialiser. Deux problèmes avec la caféine. Oui. Le deuxième problème avec la caféine, c'est que regardez bien de quoi sont faits vos suppléments de caféine pure. Hein. Donc ce sera de la chimique. Mais il y a toute une bande d'ingrédients chimiques qui viennent avec cette caféine, qui est assez incroyable. Souvent, il y a 5-6 ingrédients chimiques qui est rajouté pour fabriquer soit une gélule, soit un cachet de caféine. C'est fou, quoi. C'est juste parce que c'est pour des raisons techniques de fabrication de la capsule, quoi. C'est ça. Et nous, sur la mise en gélule, on a décidé chez Nutrimuscle de la faire mécaniquement et en interne, surtout pour éviter ce genre de rajout. Il faut savoir qu'on est, je pense, l'une des seules entreprises en Europe à produire des compléments alimentaires en gélule avec 2 ingrédients, donc la poudre qu'on va mettre dans la gélule et la gélule en elle-même. Et ça, c'est un gros avantage pour celui qui veut se complémenter dans une logique toujours long terme. Il évite tous les rajouts plus ou moins obligatoires quand on passe sur des process de mise en gélule automatique. Donc les gens se rendent pas compte, mais c'est très très compliqué de mettre de la poudre dans des gélules à des cadences très rapides. Et c'est pour ça que dans l'industrie du complément alimentaire, tous les produits qui sont en gélule, sauf exception Nutrimuscle, contiennent entre 2 à 6 ingrédients supplémentaires dans la gélule. C'est pas parce que ça coûte moins cher ou
ou quoi. C'est vraiment des problématiques qui sont industrielles et techniques. C'est des choses qui vont forcément finalement coûter plus cher, des rajouts que l'industrie aimerait bien se passer mais qu'elle peut pas, parce que sinon elle peut pas maintenir une cadence de production qui est élevée sur la mise en gélule. C'est ce qu'on voit la plupart du temps quand vous achetez des gélules, que ce soit ou en pharmacie ou sur internet, sur des sites qui vendent des compléments alimentaires. Si vous achetez, je sais pas, par exemple du magnésium, du citrate de magnésium, tiens, on rebondit là-dessus. La plupart du temps, vous avez citrate de magnésium, et puis après, il y a entre 2 et 5-6 ingrédients en plus avant d'avoir la gélule. Et ces ingrédients-là sont faits pour que quand les poudres sont dans les cuves qui vont leur permettre de faire la mise en gélule, la poudre se liquéfie. Donc on va vraiment, la poudre qui est solide va devenir liquide pour pouvoir rentrer dans la gélule à une cadence X qui est déterminée justement par la machine. Et si on fait pas ça, forcément la grosse cuve qui va amener la poudre dans les gélules, il y a tout qui va se boucher et c'est impossible à faire. Ce qu'on fait pas chez Nutrimuscle, nous on a un système qui est assez intéressant, assez artisanal, mais qui nous permet d'avoir en interne. Oui, tout est fait en interne chez nous. Et ce système-là nous permet d'avoir uniquement la poudre qu'on veut mettre dans la gélule. Donc on est très fort là-dessus et on garantit justement qu'il n'y a pas d'autres ajouts. Pour toutes les personnes qui nous posent la question, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre pour ceux qui regardent les listes d'ingrédients de voir quand t'as de la créatine et ta gélule, t'as que ça, t'as pas de stérate de magnésium par exemple. C'est pas parce qu'on ne le précise pas, c'est obligatoire de le préciser, mais c'est juste parce qu'il y en a pas. Là j'ai un exemple de la caféine qui est vendue comme pure. Donc premier ingrédient, c'est de l'épaississant, carbonate de calcium, cellulose microcristalline. Après, il y a de la caféine, donc la caféine chimique. Après, il y a des anti-agglomérants, stérate de magnésium, agent de glaçage, talc, migliol à triglycérides à chaîne moyenne, colorant, dioxyde de titane. Donc tout ça pour arriver à prendre de la caféine. Enfin, si on veut juste prendre de la caféine, on est obligé de se taper tous ces produits chimiques avec la caféine qui est elle-même chimique. Et ça joue pour la plupart des ingrédients, des compléments alimentaires qui sont en gélule, malheureusement. Alors nous, on a une approche qui est vraiment l'inverse parce qu'on est aussi, on le répète, mais on est aussi consommateur. Ça, c'est des choses qu'on tolère pas et qu'on veut surtout pas voir dans nos gélules. Il faut savoir qu'on a aussi de notre côté des personnes, pas forcément sportives, mais qui se complémentent chez nous, qui ont des problèmes de santé de leur côté et qui se complémentent. Donc on essaye d'éviter au maximum d'avoir des rajouts parce que ça sert à rien d'une part et d'avoir des listes d'ingrédients de 10 pages parce que on est obligé de mettre 36 choses dedans pour faire une gélule. On préfère ne pas faire de gélule. C'est pour ça qu'on a pris dès 2006 la décision d'arrêter la mise en gélule. Généralement, elle est jamais faite en interne. Tu passes par un industriel qui est spécialisé là-dedans, qui a des cuves pour, C'est écrit fabriqué dans une usine qui se transforme du lait, du soja, des œufs, du gluten et des produits dérivés. Ah oui, c'est des trucs énormes. Hein. C'est des usines qui peuvent te produire des millions de gélules en pas beaucoup de temps. C'est des énormes groupes. C'est toujours pourquoi tu veux produire vite, c'est parce que c'est pour baisser le prix, hein. Bah bien entendu. Et pour baisser le prix et parce que en fait il y en a plusieurs en Europe. Hein, c'est des espèces d'énormes entreprises, d'énormes usines qui vont faire les mises en gélule pour tout le marché européen. C'est les mises en gélule donc de poudre et aussi les comprimés. Où là ils vont tasser les poudres et c'est pareil, forcément si t'as de la créatine en comprimé ou des BCAA en comprimé, c'est pas en les écrasant que ça va te faire un comprimé, t'es obligé de rajouter 36 000 trucs dedans pour avoir cette forme de cachet. C'est pour ça qu'on n'en fait pas non plus. Mais faut faire très attention là-dessus, c'est assez important de regarder les compositions produits avant d'acheter quelque chose parce que de temps en temps on a de belles surprises là-dessus. Ouais, enfin après il y a les gens qu'on consomme une fois de temps en temps pour rigoler, qui est tout ça, c'est pas très grave. Ce qui est embêtant, c'est que pour les gens qu'on consomme tous les jours et qui vont en consommer pendant des années et des années, c'est là que c'est plus embêtant. Parce que là, on a en ce moment des études françaises qui montrent, enfin qui testent les effets néfastes des produits hyper transformés sur la santé et qui ont montré que les gens qui mangeaient beaucoup de produits hyper transformés ils avaient une longévité moindre, ils avaient plus de problèmes cardiovasculaires, ils avaient plus de cancers. Donc ça, c'est des études françaises qui sont assez innovantes. Mais un produit hyper transformé, c'est 5 ingrédients chimiques dans c'est ça la définition qu'ils ont donnée pour voir qu'est-ce qu'un produit hyper transformé par opposition à un œuf, par exemple. Mais dans les compléments alimentaires, on est très très vite dans les produits hyper transformés. Hein. Là, tu vois. Pour ma caféine, j'en ai 1, 2, donc la caféine ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai 8. Donc on est plus que dans le produit hyper, on est dans le produit hyper transformé. Et donc on tombe, je pense, dans tous ces problèmes qu'on va avoir de santé à long terme.
Donc c'est pour C'est ça. ça. Généralement, ça se voit pas de suite, mais effectivement, d'avoir ce genre de rajout, il y a de plus en plus d'études qui se concentrent là-dessus et qui montrent que sur les complémentations long terme, ça peut poser souci. Ouais. C'est ça, oui, non, mais pour ceux qui en prennent, de toute manière, la plupart, ces marques, c'est pour les gars qui veulent rigoler ou qui en ont rien à foutre ou leur santé, ils la regardent pas trop, ils regardent le prix, point. Mais bon, pour ceux qui en prennent régulièrement, comme nous, voire à des doses assez importantes, c'est plus la même problématique, du coup. Ouais, il y a toujours ce risque santé pour le long terme. C'est toujours, effectivement, c'est toujours la même chose. Ceux qui en prennent pas beaucoup, ou vraiment de temps en temps, pourquoi pas, ils trouvent leur bonheur et ça coûte un peu moins cher parce que forcément c'est produit différemment, mais on voit pas l'intérêt, nous, de commercialiser ce genre de produit. C'est pour ça qu'on a des produits, par exemple, qu'on ne peut pas mettre en gélule. Faut savoir que les processus de mise en gélule, ça paraît simple comme ça. Tu prends ta poudre, tu la mets dans ta gélule, mais en réalité, c'est très compliqué parce qu'on a des poudres qui vont coller, on a des poudres qui réagissent très mal à l'humidité, donc quand on est dans des chaînes de production où on va mettre des mises en gélule, il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour pouvoir faire une mise en gélule qui soit bien faite. Et c'est très compliqué, et je pense que c'est des connaissances qui sont compliquées à avoir, et c'est pour ça que pas beaucoup d'entreprises le font. À ma connaissance, en Europe, je pense qu'on est les seuls à faire ce procédé de mise en gélule. Et puis il y a quelque chose qu'on va avoir, parce que moi je prends pas de cachet, je prends les poudres parce que c'est moins cher quand on en prend. Quand on en prend beaucoup, c'est moins cher. Si on prend la carnitine de chez vous, au bout d'un moment, elle va s'agglomérer, elle va durcir. Donc, faut prendre une cuillère et puis refaire de la poudre à partir de ce qu'a durci. Pareil pour le bicarbonate. Et puis, on en parlait aussi pour un futur produit, la choline. Pourquoi chez les autres, ça reste très fluide et chez vous, ça a tendance à s'agglomérer? L'agglomération, en fait, ils mettent des agents anti-agglomérants pour éviter que la poudre s'agglomère et devienne du béton. Après, c'est comme tout, c'est soit on décide de mettre des agents anti-agglomérants, mais ça nous rajoute des produits qu'on veut pas forcément. C'est vraiment du produit chimique rajouté. Oui. D'une part, et après, casser sa poudre à la cuillère, ça fait pas de mal à personne et ça te muscle tes doigts aussi. Donc. Les gens paniquent un peu quand ils voient que. Après, c'est pour ça qu'il faut informer. Le forum, on répond aux questions ou aux interrogations, mais c'est pas forcément une mauvaise chose que la poudre s'agglomère, alors que les gens pensent que une poudre qui s'agglomère pas, justement, c'est de la qualité. Alors ça, c'est effectivement, c'est l'effet naturel de la poudre dans son milieu. Parce que ça n'arrive pas pour les protéines, par exemple. Pour les protéines, ça va être le goût, notamment sur, nous on le voit beaucoup sur les protéines et bio, on a de la protéine totale bio et on a du blanc d'œuf bio, et le blanc d'œuf non bio mais plein air, on a des différences de goût qui sont assez flagrantes sur le produit en nature, en fonction des lots qu'on a, donc ça c'est toujours dû au sourcing et à la saison, ça va pas du tout être le même goût, ça se voit beaucoup sur l'œuf, pour ceux qui consomment des protéines d'œuf comme moi, on a vraiment un goût qui est différent en fonction des lots qu'on reçoit, c'est parce que c'est lié au sol, c'est lié à la production. Alors que quand on est sur des protéines d'œufs, par exemple bas de gamme, qui sont de batterie, généralement on a toujours une même unité dans le goût, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour l'industrie agroalimentaire. Je pense par exemple à McDo, quand ils font leur muffin le matin, il y a des cahiers des charges de goût, et il faut pas qu'il y ait d'altération dans le goût. Quitte à avoir pas de goût du tout. C'est ça. Sur certaines matières premières, on a que de la egg, donc la protéine d'œuf qui est plein air, donc c'est un peu différent. Mais sur la batterie, généralement, le producteur s'arrange pour que d'une récolte à l'autre, il y ait toujours le même goût. Et par contre, on parle des gélules. Il y a quand même des gélules qui font exception. C'est les oméga 3. Oui. Alors sur les oméga 3, oui. C'est pas vous qui mettez. Non. Donc, malheureusement, alors ça c'est très compliqué, les oméga 3, c'est des mises en gélules qui sont très spécifiques et nous on n'a pas la technologie pour. Il y a des contraintes industrielles qui sont encore plus élevées sur les oméga 3 parce que l'huile qui va être encapsulée, l'huile va s'oxyder très rapidement si elle n'est pas mise en gélule, et du coup il y a toute une chaîne à respecter. Il y a des process de mise en gélule qui sont très très compliqués sur les oméga 3. Donc tout ce qui est huile, basiquement on peut pas garantir l'encapsulage de la gélule. Donc oui, mais vous faites pas faire par n'importe qui, parce qu'il y a plusieurs. Pareil, il y a la qualité des oméga 3. Les gens maintenant ont compris que tous les oméga 3 ne se valaient pas. Mais le process de mise en gélule, tous les process ne se valent pas non plus. Alors oui, et ça c'est très peu connu en fait sur les process de mise en gélule, parce que c'est des sociétés différentes qui sont spécialisées là-dedans, et en fait comme avec les oméga 3 ou comme tous les autres produits, on a soit le très peu cher qui peut qui pourra faire des encapsulages d'huile très rapidement, très facilement et pas cher du tout, mais qui nous rajoute 30 000 merdes dedans. Nous chez Nutrimuscle, on travaille avec
le groupe Epax qui s'occupe de faire l'huile d'oméga 3, et ils font l'encapsulage par une autre société qui ne va utiliser que de la gélatine de bœuf, de la glycérine et de l'eau pour sa mise en gélule. Donc la capsule de base aussi est de bonne qualité, et ils ont des process de mise en gélule qui sont naturels. Il y a juste un rajout il y a de la vitamine E parce que c'est un antioxydant justement pour pas que l'huile s'oxyde une fois qu'elle est mise en gélule, mais la capsule en elle-même est molle, et en fait elle garantit de pas avoir une oxydation, donc il n'y a pas d'air dans les capsules, pas que l'huile s'oxyde. Sur les oméga 3, les huiles s'oxydent très rapidement, donc une fois qu'elles sont que l'huile est créée, il faut tout de suite la mettre en gélule, et après dans la mise en gélule, c'est important d'avoir généralement une gélule molle qui puisse éliminer tout l'air pour une meilleure conservation. Et donc ça s'est fait où? C'est fait en Allemagne. Les huiles sont prises généralement au large des côtes d'Amérique du Sud. On est sur des petits poissons. On n'est pas sur du gros saumon qui est chargé en métaux. Pas de l'élevage. C'est ça. On fait attention justement d'avoir du poisson qui vient pas d'élevage parce qu'ils sont beaucoup moins propres et plus contaminés, et du petit poisson surtout parce que tous les gros poissons c'est de pire en pire dans les océans. Les degrés de contamination sont énormes. Alors la matière première va coûter beaucoup moins cher, mais on revient à la même problématique et au même sujet chez Nutrimuscle de qualité. Parce qu'il y en a qui envoient leur fût d'oméga 3, c'est moins cher de les envoyer jusqu'en Chine et de les faire encapsuler en Chine et de les faire revenir. Donc en fait les oméga 3 traversent, ils viennent d'Amérique du Sud, ils vont en Chine et ils reviennent en Europe. C'est quand même moins cher que de les faire encapsuler en Allemagne. Exact, c'est moins cher, par contre tu perds en indice d'oxydation, bien entendu. Mais c'est pour ça que il y a la qualité des oméga 3 à la base et la qualité de l'encapsulation, tout ça, ça va compter. Généralement, les oméga 3 qui sont faits en Chine, enfin qui sont encapsulés en Chine, les producteurs, donc ceux qui vont s'occuper de l'encapsulage, ils te permettent, si tu veux, de rajouter d'autres oméga, parce que en ce moment c'est la grande mode d'avoir des complexes oméga 3,6 ou oméga 3,6,9 qui sont complètement inutiles et qui permettent surtout de diminuer le prix du paquet au final, parce que la teneur en oméga 3 elle est très très basse comparée aux autres. Donc chaque étape peut renfermer des pièges, et les prix, les gens sont toujours étonnés de la différence de prix, mais malheureusement, quand on connaît un tout petit peu le milieu et l'envers du décor, les prix s'expliquent. Généralement, on a des prix quand on est sur un secteur où on veut de la qualité qui vont coûter plus cher, au minimum c'est 2 fois plus cher. Ça c'est plus pour les matières premières en poudre comme les protéines. Pour tout ce qui est compléments alimentaires autres, le prix ça peut varier de 2 à 10 presque. Donc c'est ce qu'on a eu pour le citrate de magnésium. Le citrate de magnésium qu'on aurait pu acheter en Chine nous coûtait littéralement 8 fois moins cher que celui qu'on commercialise actuellement. C'est-à-dire que le coût de notre matière première de base coûte déjà plus cher que ce que tu peux acheter sur d'autres sites directement. Donc c'est assez hallucinant les écarts de prix, et qui se retrouvent sur la plupart des compléments alimentaires qui sont proposés sur le marché, parce que c'est l'un des plus gros secteurs au niveau mondial. Le complément alimentaire, c'est des milliards et des milliards, donc c'est des énormes industries, et il y a des producteurs qui se sont spécialisés dans le low cost avec des prix qui défient toute concurrence, mais pour avoir une matière première qui est complètement détériorée. Et je me souviens, pour l'anecdote, j'avais fait une vidéo il y a assez longtemps sur les oméga 3 pour expliquer l'indice de qualité Totox. Puis alors du coup, il y en avait qui avaient écrit justement en Angleterre pour savoir quel était le Totox du produit anglais. Alors les premières réponses qu'ils avaient eues, c'était les mecs savaient même pas de quoi ils parlaient, donc ça veut dire qu'ils savent même pas ce qu'ils vendent, quoi, et qu'ils s'intéressent pas du tout à ce qu'ils vendent. Et après, ils ont dû faire une recherche sur Google et puis interroger leur producteur. Et quand le Totox il est arrivé, je peux te dire qu'il était pas bon du tout. Il était déjà au maxi du maxi qui est toléré. Ouais, sur l'indice Totox, généralement, c'est alors ça dépend, c'est soit de 1 à 10, soit de 1 à 26. 26 souvent, le maximum toléré par la norme industrielle, mais alors qui correspond à rien, c'est juste comment les producteurs d'oméga 3 qui se sont un peu réunis puis qu'on dit bon, ce serait bien qu'on dépasse pas 26 parce que après ça devient quand même pas très bon, quoi. Ouais, effectivement, c'est aussi pour des raisons de sécurité alimentaire. Par contre, eux, ils peuvent très bien te vendre des omégas parce que c'est retesté, hein, bien entendu. S'ils les stockent trop longtemps, ils les retestent pour rester en dessous de ces 26. Ils peuvent très bien te revendre un lot d'oméga qui a un indice de 25 ou 26, justement, qui va te coûter 3 fois moins cher. Et toi, après, tu peux le stocker assez longtemps. Hein. Je crois que tu peux mettre 18 mois de plus sur la date de péremption, une fois que tu as acquis ce lot qui est déjà à la limite réglementaire. Bah, c'est pour ça que quand ils avaient fait des tests des tests indépendants en Australie, ils avaient trouvé des Totox phénoménaux, quoi. C'est toujours la même problématique point de vue du consommateur, c'est que on n'a pas assez de
visuel sur ce qu'on achète et personne ne regarde les certificats, enfin personne ne demande les certificats d'analyse des producteurs parce que c'est pas rentré dans les habitudes qu'on a, et ça c'est un peu malheureux. C'est ce qu'on essaye un peu de mettre en place chez Nutrimuscle, de dire que sur un produit que tu achètes, il y a forcément une date de production et une date de péremption, et c'est très important de regarder, qui plus est sur les produits comme les oméga 3 où là on est sur des huiles qui peuvent s'oxyder et qui peuvent devenir très nocifs, parce que un oméga 3 quand on le prend, c'est pour une complémentation santé, et le problème c'est que si on achète des oméga 3 dont le taux tox est déjà à 26 et que ça a été restocké, et qu'on les achète et que nous on va pas les consommer en 2 jours, mais qu'on va mettre 2, 3, 4, 5 mois à les consommer, là c'est potentiellement le contraire qui se produit. On n'est pas dans un objectif santé, et là c'est complètement nocif pour le consommateur. Donc faut vraiment faire attention là-dessus, et malheureusement il n'y a pas encore une prise de conscience à ce niveau-là, bien que en ce moment ça commence avec l'agriculture conventionnelle et biologique, où les gens commencent à comprendre que si c'est bio, forcément c'est moins traité, donc c'est potentiellement meilleur. Pour le monde du complément alimentaire, pour le moment, c'est j'arrive sur le site, je trouve pas votre code promo. Ça, on en a beaucoup qui nous envoient ce genre de message. Et il y en a qui vendent les oméga 3 dans des pots transparents, alors qu'il faut mieux quand même éviter. Si tu les trouves en magasin, c'est sous des néons, ça chauffe, c'est pas bon non plus. Donc les gens savent même pas ce qu'ils te vendent, et ils en ont rien à faire de ce qu'ils te vendent en plus. Il y a les deux. Donc oui. C'est juste ils te vendent un prix, quoi. Ils te vendent le meilleur prix possible. La qualité, c'est pas du tout leur problème. Je sais pas si c'est leur problème ou pas, mais je pense qu'ils doivent pas être assez documentés sur la question, et du coup, de s'interroger sur ce que tu vends, et c'est vrai. C'est la première chose que. C'est pareil pour nous, mais apparemment c'est pas le cas pour tout le monde. Donc. C'est pas le cas pour tout le monde, parce que le consommateur, lui, il demande un prix, et puis voilà quoi. Un prix et des promesses. Tu donnes un bon prix et puis des promesses, et ça suffit largement. Mais tant pis pour eux. Voilà, on essaye quand même justement, c'est bien de le rappeler, mais les podcasts Nutrimuscle, c'est aussi pour parler de l'envers du décor, et de mieux comprendre le monde du complément alimentaire. Donc on parle aussi un peu des effets des compléments alimentaires sur le corps, mais on parle surtout de la façon de comment c'est produit, comment c'est traité, comment c'est stocké. On fait vraiment l'envers du décor que personne, si tu travailles pas dans le milieu, forcément tu sais pas ce que c'est, et ça permet justement d'avoir ce genre de connaissances, et c'est pour ça que ça nous a tenté de démarrer des podcasts, qui plus est avec donc Michael Gundil, qui est une référence internationale. Il y a énormément de personnes qui te connaissent à l'international. Sur tes livres aussi, c'est énormément lu. T'as les chiffres un peu de tes livres musculation, compléments alimentaires, ou plus trop, on compte plus trop le nombre de livres vendus. Ça se vend en millions? Ouais, alors au total, depuis qu'on en vend, mais c'est pas des millions et des millions non plus, hein, surtout en France. Heureusement qu'on a l'international, effectivement. Parce qu'en France, acheter un livre, pareil, acheter un livre sur les compléments alimentaires en France, ça paraît complètement fou, quoi. Pourquoi j'en aurais besoin? C'est vrai, On n'est pas sur un marché qui est très mature sur le complément alimentaire. Nous, un peu plus. Généralement, les sportifs se documentent plus, donc c'est des gens qui sont plus intelligents sur ce milieu-là. Mais la personne lambda dans la rue, elle va pas du tout vouloir se documenter, sauf si c'est quelqu'un qui a des problèmes et qui recherche une solution. Personne qui a pas de problème et qui veut prendre ça dans une optique santé, elle va pas se poser la question, justement, sur son indice d'oxydation des oméga 3 ou pourquoi il y a 3, 4, 5 ingrédients en plus dans ces gélules. Donc ça, c'est un peu malheureux, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore sur un marché qui est très mature en France. Il y a qu'à regarder quel est le ressort du complément alimentaire. C'est un youtubeur très connu, et 2, un code promo. Donc rien à voir avec le complément alimentaire lui-même. Après, tu fais des belles promesses parce que les gens aiment bien la politique en est typiquement le reflet. Et c'est ça les 3 ressorts du complément alimentaire en France. Là, heureusement, Nutrimuscle fait un peu exception. C'est vrai. Alors nous, on a cette façon de penser justement pour le consommateur. On a même dans notre gamme de produits des produits ce que vous ne trouverez pas, avec des explications. Bon, généralement c'est des liens qui renvoient sur le forum. Et c'est des choses qui sont faites parce que on a cette connaissance qui nous permet d'éviter de vous proposer ça. On n'est pas dans une optique vendre tout et n'importe quoi. On est dans une optique, comme on l'a dit tout à l'heure, bien-être et longévité. Que si les compléments qu'on vend sur le site, on ne les consomme pas, pour nous ça va pas. Et voilà, c'est la fin de cette première partie du podcast Nutrimuscle. N'hésitez pas à ajouter vos commentaires dans la section du forum Nutrimuscle dédié à cet effet. On espère que ces podcasts sont constructifs et vous permettent d'en savoir plus sur la complémentation pour le sportif et le complément alimentaire en général. Et on se dit à bientôt pour un futur podcast Nutrimuscle.